Dépôt de plainte pour inceste classé sans suite. Révélation d'inceste, mon dossier a été classé sans suite. On m'a désenfanté suite aux plaintes d'inceste et de viol. Révélation d'inceste, je porte plainte, celle-ci est classée sans suite. J'avais classé l'affaire pour insuffisance de preuves. J'attends toujours le classement sans suite écrit. Le viol de ma fille Laura par son père. Moi j'ai déposé une plainte, elle a été classée sans suite en 15 jours. Les plaintes ont toujours été classées sans suite. Et là, je veux lui prendre la température et il me dit non, il se met à hurler, à pleurer, ne touche pas les fesses, papa m'a fait mal aux fesses. Je suis allée porter plainte et elle a été classée sans suite. En février 2021, mes enfants me confient qu'ils sont victimes d'inceste de la part des enfants de la belle-mère. Je porte plainte et la plainte est classée sans suite. La fille de sa compagne, qui a 13 ans, a appelé le 119 et a dénoncé des faits de maltraitance. Malheureusement, ça a été classé sans suite. L'anuscopie. Lorsqu'il y a sodomie répétée, les liaisons se superposent et alors là, elles ne disparaissent plus. J'ai fait 6 mois de prison ferme. J'ai fait 6 mois de prison. Donc j'ai été jugée, moi, pour non-représentation d'enfants, à 12 mois de prison, dont un ferme, alors que j'en ai fait 2. Dans le trou des fesses, ça fait très mal. Mon agresseur vient d'être prononcé coupable de 3 chefs d'accusation, à savoir viol sur ma personne, viol sur Samantha, agression sexuelle sur une autre personne et en état de récidive. Et sa peine, c'est 6 ans de prison, dont 2 fermes, avec aménagement de peine, c'est-à-dire qu'il n'ira juste pas en prison. Il a été condamné à cette peine-là parce qu'il a eu un enfant il y a 2 ans. Et on ne veut pas briser la vie d'un père. Sous un quinquennat où, soi-disant, la priorité c'est les violences faites aux femmes, etc., ça n'est pas juste, tout ça c'est pas juste. De temps en temps, je voudrais arrêter ma vie. Rejoindre mon papa qui est au ciel. Nous allons lutter contre ces 70% de classement sans suite. Et aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans un monde où il y a des enfants qui sont violés et agressés sexuellement. La priorité, c'est d'aller les chercher pour les mettre en sécurité. Or, l'agresseur, que fait-il? Il impose à l'enfant le secret. Si tu parles, je te tue. Si tu parles, tu vas détruire la famille. De toute façon, personne ne te croira. Aujourd'hui, nous ne voulons pas voir les viols d'enfants, nous ne voulons pas les entendre et surtout, nous ne voulons pas les sanctionner. Ma fille, elle m'a fait ses premières révélations d'inceste. Elle avait 3 ans. J'ai porté plainte immédiatement en 2018. Mon dossier a été classé sans suite. Je suis donc partie en Espagne pour protéger ma fille. Suite à ces non-représentations d'enfants, j'ai été incarcérée le 1er juin 2021. J'ai fait 6 mois de prison ferme. Le juge français ordonne que ma fille vive chez son père biologique qu'elle n'a pas vu depuis 4 ans. En France, en 2015, l'INSEE estime que 154 000 enfants ont été victimes de viols ou d'attouchements sexuels. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 2 enfants par classe. Sur ces enfants, seulement 4% des victimes portent plainte. Seulement 30% de ces plaintes sont instruites et sur ces 30%, seulement 10% aboutissent. Au total, c'est 0,3% des victimes qui arrivent à condamner leurs agresseurs. 0,3%. Autant dire qu'en France, la pédocriminalité est un crime quasi impuni. Ma fille me révèle viol et agression sexuelle. Ma deuxième fille enchaîne agression sexuelle. Je porte plainte. Le système judiciaire civil s'est mis en place et ils ont décidé de séparer la fratrie. Donc mes 2 filles sont chez leur père dans le Nord et mes 3 garçons chez cet homme. On m'a désenfanté suite aux plaintes d'inceste et de viol. Certains parlent de carnage social, d'autres d'échec collectif. Tout le monde, en tout cas ou presque, est d'accord pour dire que notre système d'aide sociale à l'enfance doit être amélioré. Elle sort tout juste des services d'aide sociale à l'enfance après être passée par 4 familles d'accueil et 3 foyers. C'est le choix de la rédaction d'RMC. De l'harcèlement moral à l'harcèlement physique et viol. C'est de la pure merde de dire ah, la protection de l'enfance. Elle est où la protection? On était en dessous de toute humanité dans ce centre. Des enfants qui étaient nus, enfermés dans des cages de verre de 3 mètres carrés, sans toilette, sans point d'eau. Des points de suture faits à vif, sans anesthésie. Bonjour Céline Boussier. Bonjour. Vous avez été entre 2008 et 2014 aide médico-psychologique dans un institut médico-éducatif, un IME, dans le Gers, l'IME de Moussaron. Vous avez publié récemment ce livre, Les enfants du silence, donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, des pédophiles en France, nous en avons des centaines qui pullulent dans les écoles, qui pullulent dans les associations sportives et qui pullulent aussi dans les milieux politiques et médiatiques. En 2020, ma fille me fait des révélations d'inceste. Elle est alors âgée de 3 ans et demi. Je porte plainte, celle-ci est classée sans suite. Ma fille refuse toujours de voir son père. On veut la contraindre.
Alors qu'elle exprime très clairement le fait de ne pas vouloir le voir, de dire qu'il est méchant, qu'il lui refera du mal si elle le revoit. Elle dit elle-même, du haut de ses 6 ans, qu'elle considère ne plus avoir de père. Jacques Thomé, je suis donc en retraite, j'ai passé toute ma carrière à l'AFP pour justifier l'absence de poursuite contre un père incestueux, invoque l'absence de preuves irréfutables. Parce que grâce à la présence d'un médecin légiste, il nous apprend qu'il y a un instrument, une exploration qui s'appelle l'anuscopie. Lorsqu'il y a sodomie répétée, les liaisons se superposent et alors là, elles disparaissent plus. Rien n'est mis en place pour mettre en cabane les violeurs, parce que, à la limite, on peut dire ça, parce que, enfin, ou alors ça veut dire que tous les juges ignorent cette pratique. L'affaire des lieux de vie est dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Dépôt de plainte pour inceste classé sans suite en 2017. Malgré les dénonciations publiques de mon enfant et des preuves irréfutables. Pipi dans la bouche et kiki dans les fesses. Parti à l'étranger pour se réfugier et se protéger. Arrêté en 2020, j'ai fait 6 mois de prison. Des taches blanches sur la peau. Séparée d'Amaurice depuis 2 ans, sans aucun contact, aucune photo, aucun mail, aucun écrit. On a des attestations médicales qui parlent d'un anus recousu sur mon fils, mais je délire. Je serai jugée le 23 janvier prochain à Villefranche-sur-Saône. Qu'est-ce qu'on a au gouvernement? Des corrompus, des pourris qui sont en train de vendre la France. Et vous soutenez, vous cautionnez ces horreurs. Et quand on cautionne, c'est qu'on ne vaut pas mieux. Vous ne valez pas mieux que ceux que vous protégez. La pédophilie, vous vous occupez de la pédophilie. Tout faire pour arrêter maintenant les violences sur nos enfants. Très bien, Sandrine. Elle a quel âge, ta petite, déjà? 6 ans. 6 ans, voilà. Elle est déjà déflorée analement et vaginalement à 6 ans. On est là. On vous écoute. On vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. Allô? Oui, bonjour, monsieur Kant. Oui. Excusez-moi de vous déranger, c'est madame Arwanto. Comment allez-vous? Bon, ça va, je me fais Ça des va soucis pour ma fille, surtout. Hein. Eh oui. Oui, Bah je voulais vous demander, parce que voilà, vous m'avez dit la dernière fois qu'elle serait libérée, j'attends toujours et je suis très inquiète. Eh ben, j'ai pas eu de retour du procureur. Oui, parce que vous m'avez dit que le procureur, il voulait que j'efface les photos, c'est ce que j'ai fait avec votre collègue. Oui, vous l'avez fait, bien sûr. Ces témoignages, ces paroles, parfois ces cris, plus personne ne peut les ignorer. La honte aujourd'hui change de camp. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Martine Bouillon, substitut du procureur au tribunal de Bobigny, balancera au milieu d'un plateau honteux et mal à l'aise qu'elle a connaissance de charniers d'enfants en région parisienne. Cette confidence lui coûtera sa carrière. Mais je sais et je peux vous dire qu'en région parisienne, j'ai effectivement eu connaissance de charniers d'enfants. Je pèse mes mots. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a une instruction en cours. Mais voilà. Non, mais c'est extrêmement grave ce qui est dit sur ce plateau. Il voulait que je touche son zizi. Il m'a mis le zizi dans le trou des fesses. Ça fait très mal. J'attends toujours le classement sans suite écrit, puisque je n'ai eu à ce jour qu'un simple coup de fil. Enfin, elle tentait pour moi d'introduire un doigt dans son sexe. Et elle me dit, mais c'est papa qui fait ça. Son petit frère qui me dit, mais oui, c'est vrai, moi je l'ai vu faire. J'ai peur pour ma sœur, je sais ce qu'il lui a fait, donc il parle de sa sœur jumelle. Pour le faire taire, les services sociaux ont fait décaloter mon fils alors qu'il n'avait aucun souci pour qu'il se taise définitivement, ce qu'il a dû prendre exactement comme un viol. Donc j'ai été jugée, moi, pour non-représentation d'enfants, à 12 mois de prison, dont un ferme, alors que j'en ai fait 2. C'était en fait le juge d'instruction qui avait classé l'affaire pour insuffisance de preuves, où ma fille a écrit, où elle dit ce qu'elle a subi, qu'elle a été violée, frappée,
ce qu'elle a vu, ce qu'elle a, elle, subi. Mais c'est pas grave. Les juges d'instruction, ils n'écoutent pas. Et enfin, on les confie au bourreau. Et Le Monde, Le Point, Le Parisien, Le Nouvel Observateur, La Dépêche. La Dépêche, Mediapart. Bon, à votre avis, qui est-ce qui m'a répondu? Personne, y compris de satanisme, de crimes d'enfants. Mais oui, il y en a et plus que l'on croit. Elle a dû tuer plusieurs de ses enfants dans des actes de satanisme. Mais moi, il a commencé à me violer. J'avais 10 ans. Beaucoup de jeunes se taisent. De temps en temps, je voudrais arrêter ma vie. Rejoindre mon papa qui est au ciel. Et nous, à l'époque, on n'avait rien dit. Je souris beaucoup, mais au fond de moi, ça va pas du tout. On est censé avoir une confrontation avec lui, c'est tout le temps décalé. Et mon passé me rattrape tout le temps. J'en fais des cauchemars la nuit. Je suis pas faible. Je suis faible, mais je ne lui montre pas à lui. Parce que c'est compliqué de me dire que lui, il est encore en liberté. Alors, après tout ce qu'il a fait. À un moment, je suis tombée dans l'alcool. Je suis tombée dans la drogue. J'ai arrêté. Puis, quelques mois après, ça a repris. On apprend que Didier a mis son zizi dans la bouche de Margot. Elle lui met sa couche et comme on fait, elle prend les deux jambes et elle met la couche. Et là, elle dit « Oh, je sais ce que tu vas faire. Je sais que tu vas faire comme papa et Didier. » Mais qu'est-ce qu'ils font, papa et Didier? Ben, ils mettent le zizi dans les fesses. Il faut dire que les enfants, lorsqu'ils disent ça, sont enregistrés. C'est pas inventé, les enfants sont enregistrés. Quelquefois filmés d'ailleurs, je les filme. Les dessins qu'ils font, par exemple, les gens qui sont nus, on voit le dessin qui est fait du zizi du monsieur avec le pipi qui va dans la bouche de la dame. La petite a d'abord été violée. La petite fille était en sang. Et puis là, c'est l'horreur, moi je peux pas dire les choses pareilles. C'est horrible là. Non seulement les membres sont coupés, mais les hommes qui la violent sont en file indienne les uns derrière les autres et ils la violent à tour de rôle pour qu'elle finisse ensuite par être prise par le père qui là lui enfonce un couteau dans la gorge. Donc après ils l'ont mise dans un sac poubelle, les enfants nous ont montré le chemin. Que faire? Que faire quand on apprend une chose pareille? On ne peut pas en parler à la gendarmerie. On a écrit au président de la République. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien. Et elle dit à Hugo, c'est toi qui as parlé, petit con. Et si tu continues, ton père va tuer un autre enfant. Après les 2 premiers meurtres, là, on en a pris 3 d'un coup. Accrochés par les bras. Ouais, avec les mains coupées. Ils ont coupé les chairs des enfants et ils les ont mangés. Et ils ont enterré les os dans le jardin, sous la butte, là où il y a les fleurs. Tout ça, moi je dis ça à monsieur Ancel, je lui raconte. Et 2 jours plus tard, il y avait effectivement une pelle qui allait enlever, s'occuper des choses, sauf que c'était le père qui pilotait la pelle. Et comme les photos sont prises, c'est indubitable, hein, voilà. Et là, chez le docteur Bataille, moi je lui raconte ce qui m'est arrivé. Je lui dis, et puis au fait, je vous félicite, hein, vous avez bien piégé Éric Mignot, hein. Alors elle est toute heureuse, on le voit, en plus ce jour-là j'avais pris le stylo caméra et c'est enregistré, il y a stylo caméra, je filme avec Hugo, vous lui avez dit ils sont au courant dessous, c'est bien ça? Elle dit oui, elle me dit oui, enregistré, filmé. Et le père a demandé comment tu sais ça? Mais oui c'est ça. Et vous avez traité le petit de petit con. Elle me dit oui, c'est tout à fait, oui. Alors je lui dis d'ailleurs, quand vous allez le revoir, faudrait voir ça et essayer d'arranger parce que ça l'a traumatisé. Tout ça, c'est enregistré, filmé. Donc, elle me raconte les aveux du père. Elle fait comme d'habitude, elle lève les bottes et elle voit un anus... Vraiment un anus dilaté, là. Ouais. Dilaté et enflammé. Qu'est-ce qu'elle fait? Regarder 2 autres, pareil. Abominable à voir, hein. C'est une horreur. Donc on a pris des photos. Le docteur Sokolowski, dans son rapport du mois de juillet 2008, avait précisé qu'il n'y avait aucun élément laissant suspecter l'intervention d'un tiers.
que Margot n'était pas menteuse, qu'elle était parfaitement bien dans sa tête, et donc et aucun élément laissant suspecter que quelqu'un ait pu la forcer à parler. Donc il reste quoi si personne ne l'a forcé? Merci. La brigade de gendarmerie qui cherche dessus. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Allô? Oui, bonjour, monsieur Delphobio? Oui. Ah, écoutez, je vous remercie que vous répondiez. Eh bien, ces informations secrètes, monsieur Mignot a été tout informé de toutes ces pièces. C'est le parquet qui a décidé d'informer. Nous, c'est en fait, ce serait pas permis de le faire d'initiative. Écoutez, des pièces, par exemple, comme dilatation anale de mon enfant, que j'avais communiqué à personne. Il est informé. Il nous a agressés suite aux informations qu'il a reçues de vous, enfin du parquet. On a reçu des agressions et des menaces, puisque si je ne croyais pas cette affaire, j'aurais pas demandé à des gens de faire des filatures, tout ça. Alors des pièces extrêmement confidentielles, il est tout informé. Et les personnes désignées comme violeurs par mes enfants sont toutes informées. Alors je suis très très inquiète, d'autant plus que la dernière fois des orgies, les enfants étaient attachés sur des lits, ils ont été terrorisés, donc je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Mais s'il a été informé, M. Mignot, c'est sur instruction du procureur. En disant qu'il n'y a pas eu de perquisition, je pense qu'il n'y a pas eu de filature ni de mise sur écoute, moi j'en ai la certitude, parce que ce que je sais, moi j'ai fait des filatures et j'ai vu des lieux très glauques et très étonnants, avec notamment 5 ou 6 enfants dans une voiture avec des femmes voilées, un lieu d'orgie. Les enfants disent qu'il y a des enfants vivants dans des caves, dans des endroits. Bon, ça, vous devez être informé, je suppose. Ansel m'en a parlé. Vous voyez bien que dans cette affaire, il y a des personnes impliquées qui ont le pouvoir. C'est bien pour ça que j'ai bien conscience que dérangeant des personnes, mais ce ne sont que des démonstrations de faits avec des preuves à l'appui, avec les pièces officielles. L'intérêt, je suis dans la gueule du loup, plus l'affaire est traitée par les mêmes personnes de départ, donc les jeux sont faits. C'est une affaire d'enfants en danger qui demandent le secours et personne ne les écoute depuis 1 an et demi, personne ne veut les entendre. Prenez patience. Pour moi, c'est M. Bodino qui a demandé aussi des attestations contre moi à produire. Ce n'est pas le rôle d'un juge. Et donc ça, la chancellerie est au courant. C'est pas vous qui avez envoyé quelque chose au président de la République? Oui. Vous l'avez cette lettre? Bien sûr. D'accord. Non, on a tout, mais on a pris contact avec le procureur hier et il doit nous donner une décision en après. Eh bien, Dr Bataille a dit à M. Mignot, je suis avec vous. Et Margot ne voulait plus voir cette femme. Pourquoi on ne parle jamais de la France comme d'un pays où une centaine de médecins généralistes ont été condamnés par le Conseil de l'Ordre pour avoir fait des signalements? Le docteur Catherine Bonnet, qui a été condamnée à 9 années d'interdiction d'exercice pour avoir fait des signalements. Dans l'affaire d'Outreau, il n'y a pas eu un signalement de la part des médecins, alors que les gosses étaient hospitalisés. Un gars qui mettait son doigt dans son cul et qui me le mettait dans la bouche après. Voilà. Donc c'est un gars qui savait exactement ce qui se passait à la maison. Moi j'ai été hospitalisé 17 fois entre l'âge de 0 à 1 an, dont 3 infections épipidémiques. C'est une infection d'épidyme, c'est une infection du testicule qui m'a valu l'ablation à moins de 2 ans d'une partie du testicule gauche. Je suggère que Shérif vienne vous expliquer l'un des autres meurtres d'enfants. Est-ce que tu es d'accord? Mais je veux rester assis. Bon. En 98, j'ai fait la plus grosse erreur humaine. J'ai été forcé de tuer une petite fille de mes mains avec une pioche. Si je le faisais pas, je mourrais mes petits frères. C'est la parole de mon beau-père. Je la tue, je te tue, je tue tes petits frères. J'ai fermé les yeux. J'ai mis des coups. Ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai rigolé quand le sang est. Et j'ai continué. J'ai donné des coups de pioche. Et j'ai rigolé. Et je criais en rigolant. Cela a commencé en 2015, quand j'ai signalé les allégations de maltraitance qu'une enfant que je suivais en psychothérapie m'avait révélées. Je n'ai pas fermé les yeux, malgré le fait que son père était médecin et que c'était lui qu'elle accusait. S'en est suivi alors plusieurs années de pression et je n'ai pas peur du mot, de représailles. Me reproche d'avoir épaulé cet enfant et sa mère. Il se comporte en fait comme si les maltraitances n'avaient jamais eu lieu et que j'avais agi totalement abusivement. L'autre
me demande même ce jour-là de cesser immédiatement de voir l'enfant ainsi que sa mère. Alors que bien évidemment, il n'en a pas le droit. Je me retrouve condamnée pour avoir juste consciencieusement appliqué mon serment d'Hippocrate. De Loches à Jonzac, en passant par plusieurs hôpitaux de Bretagne comme ici à Quimperlé, les enquêteurs ont finalement identifié 343 victimes du chirurgien. Moyenne d'âge 11 ans, des viols et agressions sexuelles commis à l'hôpital, souvent en salle de réveil. Joël Le Squarnec avait méthodiquement listé les actes qu'il avait commis sur ses jeunes patients dans son ordinateur. Mais la parole d'un enfant, elle compte, elle aussi. Et puis, nous allons beaucoup plus loin. Nous disons, il faut donner à la victime toute sa place dans le procès pénal. Elle doit pouvoir contester les décisions qui la concernent. C'est elle qui est la plus concernée par la décision. En vous parlant, je pense particulièrement à une femme qui avait demandé à être reçue à la commission et que j'avais auditionnée, qui venait d'emménager dans une maison et qui, à chaque fois que la chaudière de sa maison se déclenchait, avait un malaise. Et quelques mois plus tard, elle a compris que ce malaise était lié au fait que son père commettait les viols contre la chaudière pour identifier le moment où sa mère entrait et sortait de la salle de bain. Et la mémoire traumatique, l'amnésie traumatique, elle l'a analysée avec le déclic de la chaudière. Elle a compris ce malaise. Évidemment, quand vous entendez ça, vous êtes sidéré. Et puis, cette femme, un mois plus tard, nous a écrit et elle nous a dit « Je n'arrivais pas à avoir d'enfant. » Un mois après l'audition, j'ai découvert que j'étais enceinte. La société, aujourd'hui, doit comprendre que les agresseurs attaquent tout et que ces personnes qui ont été victimes ont une puissance vitale exceptionnelle. Suite disciplinaire. La société est trop dans l'injonction paradoxale. Elle dit « Il faut protéger les enfants, mais nous ne voulons pas voir les violences sexuelles. » Cela doit changer. Damit zu einem Thema, das so unfassbar ist und gerade deshalb ist es so wichtig, darüber zu berichten und aufzuklären. Starker Tobak. Kleine Kinder werden durch Mind Control, so nennt man die schreckliche Methode, so weit gebracht, dass sie weder Schmerzen spüren noch irgendeine Regung zeigen, wenn ihnen sexuelle Gewalt angetan wird. Und der Zweck des Ganzen ist, dass diese Kinder an pädophile Kunden verkauft werden können um viel Geld. Dieser Irrsinn passiert nicht in irgendeinem geschmacklosen Horrorroman, sondern möglicherweise bei Ihnen zu Hause ums Eck. Jetzt sprechen Psychiater bei einer Fachtagung in Wien über diese schockierende Parallelwelt. Stellen Sie sich vor, im Rahmen kommerzieller sexueller Ausbeutung, ein Kunde will ein Kind haben, das extreme Schmerzen ertragen kann und willig alles mitmacht. Und wenn es vorher trainiert ist, genau auf diese Situation, dass es das aushalten kann. Rituelle Gewalt und organisierte sexuelle Ausbeutung von Kindern. Ein Thema, über das wenig berichtet wird, nur selten gelangen Informationen an die Öffentlichkeit. Ein Fall, der vor 20 Jahren Schlagzeilen macht, ist der des Kinderschänders und Mörders Marc Dutroux. Bis heute ist nicht bekannt, ob er ein Einzeltäter war oder einem Netzwerk pädophiler Kinderhändler angehörte. Eben solche Netzwerke sind es, die bei der Tagung der österreichischen Jugendamtspsychologen im Mittelpunkt stehen. Es wird von einer gezielten Abrichtung berichtet, die Kinder darauf trainiert, sexuellen Missbrauch und Gewalt willig zu ertragen. Die Methode nennt sich laut der Sozialwissenschaftlerin Claudia Ignay Mind Control, also die gezielte Spaltung der Persönlichkeit. Also die haben Experten, die ganz genau wissen, welche Form von Gewalt man wie anwenden muss, damit bestimmte Spaltungen entstehen. Zu ermitteln, wie viele Kinder von dieser Form der Gewalt betroffen sind, ist schwierig. Nur wenige Betroffene schaffen es nach jahrelanger Therapie darüber zu sprechen. Es ist ein Tabuthema und bleibt deswegen meist unter dem Radar der Kinder- und Jugendhilfe. Wichtig ist daher auch die gezielte Aufklärung unter Psychologinnen und Psychologen. Nur so können Fälle von organisierter ritueller Gewalt überhaupt erkannt werden. Ja, und dazu bei uns im Studio ist jetzt Claudia Flies. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben gemeinsam mit Frau Ignay, die wir im Beitrag gesehen haben, ein Fachbuch über rituelle Gewalt geschrieben. Ja, wir sind schon den ganzen Tag völlig gebeutelt von dieser Methode, die da kleine Kinder zu Robotern macht. Ja, erklären Sie nochmal, wie läuft denn das jetzt genau ab?
Ja, ich könnte ein Beispiel sagen, zum Beispiel, dass ein Kind, das noch relativ klein ist, ganz massiv verletzt wird, bis es das einfach nicht mehr aushalten kann. Also wenn der Schmerz so anhaltend ist und so massiv, dann entsteht eine Spaltung innerhalb der Persönlichkeit und ein anderer Persönlichkeitsanteil hält das weiter aus. Wenn dieser Anteil gleichzeitig, während er entsteht, von Tätern dann mit einem Klang zum Beispiel anfängt zu existieren, ein bestimmter Ton, dann ist das ein sogenannter Auslösereiz. Dieser Anteil spürt den Schmerz, hält aber aus und wenn dieser Anteil auch noch bedroht wird, wenn du das jetzt nicht aushältst, passiert noch weit Schlimmeres, dann lernt dieser Anteil bei diesem Auslösereiz stillzuhalten und sich nicht zu rühren. Diese Kinder müssen also lernen, Schmerzen zu erdulden, sexuelle Gewalt zu erdulden. Braucht es dazu immer ein Mastermind, dass diese Kinder immer... consiste à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images... vous faire drécher les cheveux sur la tête, il nous parlait de chair calcinée, de brûlure de cigarettes, de chair transpercée, parfois tuées à l'occasion de ces séances. Déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants. Les experts médicaux qui me parlent de tétraplégie, c'est-à-dire ils ont détruit la moelle épinière de ma fille par sodomie. Témoignez pour moi, voilà, Lydia, que vous partagez, qui est esclave sexuelle dans le département de l'Hérault. Le jeudi 9 mai 2019, dans le cabinet du juge des enfants, je fais face à notre père, condamné pour agression sexuelle sur moi en 2011. Dans son jugement, le magistrat fait état d'une lettre écrite par Karl et relatant des faits d'agression sexuelle qu'il aurait subis de la part de notre père. Dans celle-ci, il dit qu'il ne souhaite pas aller vivre chez lui et que le cas échéant, il se donnera la mort. L'expert pédopsychiatre a fait part de ses observations au juge des enfants, insistant notamment sur l'hypervigilance, l'insécurité affective et l'anxiété de l'enfant, soulignant l'importance du maintien de Karl auprès de moi, dans un environnement affectif sécure, tout en arguant de la nécessité d'un maintien des liens avec le père. Karl est présent, et il réitère les mêmes souhaits que par le passé, rester chez moi et ne pas revoir notre père. Un droit immédiatisé unique est accordé à notre père, et organisé impérativement avant le 31 décembre 2020, dans la perspective de favoriser la reconstruction d'un lien père-fils à minima apaisé. Papa, nique ta bonne grosse je m'en bats les de tout ce que tu fais. T'es qu'un mytho. T'as fait plus de mal à maman et tout ça, c'est ta faute. C'est ta faute, salope. Je te déteste. Je te déteste. Tout ça, c'est à cause de toi. Pendant ces 9 années, j'ai souffert. Et c'est à cause de qui? C'est à cause de qui que j'ai dû aller voir tout ça? À cause de toi. Tu me saoules. Tu me saoules. Je veux plus jamais te voir. Je te déteste. T'es qu'un homme. Malgré tout, la justice, à sa sortie de prison, quand Karl avait 2 ans, a trouvé bon de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement. En week-end sur 2, la moitié des vacances sans surveillance. Il dénonce le fait que lorsque notre père est sorti de prison, il a obtenu des droits sur notre plus jeune frère Karl, sans aucune mesure mise en place. C'est-à-dire que la justice française a pris le risque qu'il puisse porter atteinte à l'intégrité de mon petit frère. Je crois que la question d'autorité parentale a pesé très lourd, ce qui a mené mon petit frère à penser que la seule issue pour lui, c'était de mettre fin à ses jours. La fille de sa compagne, qui a 13 ans, a appelé le 119 et a dénoncé des faits de maltraitance. Malheureusement, ça a été classé sans suite. J'ai trouvé mon petit frère Karl, rendu face à moi. Mon monde s'est littéralement effondré ce jour-là. Une fraction de seconde, je l'avais soulevé, décroché, mis au sol. T'as fait plus de mal à maman et tout ça, c'est ta faute. C'est ta faute, salope. Je déteste. Salvaillon, nous te soutenons. Je sais que tu nous entends. Ouais. À tous les prisonniers qui nous entendent. Joël le Scornet, tu dois m'entendre et sache une chose. Tu dois trembler dans ta prison à l'heure qu'il est. Car tu es le plus grand cadeau criminel de l'histoire de l'humanité. Tu seras jugé le 13 au 17 mars. Je serai là, et d'autres seront là aussi. Tremble dans ta cellule. Tremble. Tremble bien. Oh, le scandale. On te protège. Tu dois être retrouvé à Stade Maillot. Maillot est un ange gardien. Il a voulu sauver les enfants. Résultat, il a pris 4 ans de prison. Avec des milliers d'euros d'amende. Stade Maillot, si tu nous entends. Tiens bon, putain, tiens bon. On est là avec toi, putain, on fait ce qu'on peut. Et on lâchera pas le morceau parce qu'on est des centaines et des dizaines de centaines maintenant. On est des milliers
Le 16 septembre, le capitaine Priscilla Majani, qui est injustement emprisonnée, sera jugée à Toulon pour soustraction d'enfants à 8h30. Je rappelle, elle avait quitté la France avec sa fille Camille Chauvet il y a 11 ans, uniquement pour la mettre à l'abri de son père qui lui mettait son zizi dans les fesses. Il m'a mis le zizi dans le trou des fesses. Ça fait très mal. Aujourd'hui, âgée de 16 ans, elle ne veut plus voir le géniteur et pour cause. Donc, nous devons être nombreux le 16 pour que la peur change enfin de camp. Si tu ne peux pas faire le déplacement, sache qu'il y a des rassemblements de prévus devant tous les tribunaux dès 8h30. Vous pouvez proposer et demander des places de voiture en laissant des commentaires sous la vidéo. Et pour éviter toute censure, nous vous invitons à nous rejoindre sur Telegram, le canal Je défends mon enfant. La vidéo sera épinglée. Étienne Chouard. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent. C'est notre faute à nous de pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.